tous, bienvenue sur Public Sénat, bienvenue dans Dialogue Citoyen. Nous sommes ensemble pendant 1h30, 9 citoyens et citoyennes connectés depuis les 4 coins du pays, 6 sénateurs et sénatrices élus un peu partout en France, tous venus en tout cas échanger autour de l'état de notre démocratie, fragilisée, fatiguée, certains diront même malade. Nous sommes en tout cas à quelques jours de nouvelles échéances électorales et on sait déjà que beaucoup n'iront pas voter. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? D'où vient cette perte de confiance ? Nous donnons la parole ce soir à des Français qui ont été déçus, qui n'y croient plus, qui ont choisi de faire de la politique autrement, sans forcément passer par les voies traditionnelles. Les élus de la Haute Assemblée sauront-ils répondre à cette défiance ? Nous les entendrons dans un instant. Ce dialogue, cet échange, vous pouvez le suivre et le commenter sur les réseaux sociaux, #Dialogue Citoyen sur Twitter. Il est également diffusé sur la page Facebook de Public Sénat et en direct sur YouTube. Sachez enfin que ce programme est disponible pour les sourds et malentendants. Avant de vous présenter tous nos invités, quelques images d'un citoyen qui s'est longtemps engagé en politique mais qui en ressort très déçu. Bonjour, je m'appelle Baptiste Touchon, je viens des Ardennes. J'ai été militant pendant plusieurs années, longtemps, près de 20 ans. Je me suis engagé au sein du Parti Socialiste pour ses valeurs, ses principes, sa capacité à rassembler une majorité de nos concitoyens. En 2012, on accède enfin au pouvoir avec ce monsieur à la tête. Dès 2012, des renoncements, que des revirements à coup de 49-3. En 2016, contre la loi travail, je me retrouve à manifester contre le gouvernement auquel j'ai contribué à mettre au pouvoir. La suite, on met le secrétaire à l'Élysée, ministre de Bercy, à la suite de M. Hollande, M. Macron. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste en France ? Qu'est-ce qui reste comme valeur ? Qu'est-ce qui reste comme principe ? Qu'est-ce qu'on peut défendre aujourd'hui en tant que militant politique quand on y croit ? Plus grand-chose. Regardez, à l'image de ces panneaux électoraux, à la veille d'une élection, ils sont vides. Et on vous retrouve, Baptiste Touchon, bienvenue. Vous avez donc 39 ans, vous habitez à Signy-l'Abbaye dans les Ardennes. Vous faites partie, on l'a compris, des grands déçus de la politique. Vous y avez cru un temps, vous y avez même participé en tant que militant au PS et à la France Insoumise. Mais vous n'y avez pas trouvé votre compte. Vous avez ensuite rejoint les Gilets jaunes, mais cela n'a pas donné assez de résultats selon vous. Du coup, aujourd'hui, vous ne croyez qu'à la révolution. Vous nous expliquerez tout cela dans un instant. Benoît Baudry est également avec nous. Bienvenue, vous avez 52 ans, vous venez de Marseille, vous êtes demandeur d'emploi. Vous faites partie des citoyens membres de la Convention pour le climat. Vous n'étiez pas spécialement écolo, mais cette expérience vous a quand même chamboulé. Vous dites que vous avez pris une gifle. Aujourd'hui, vous êtes déçu par ce qui en ressort. Vous nous en direz plus dans un instant. Alexandre Ngobo, bienvenue à vous également. Vous avez 26 ans, vous êtes directeur de projet dans l'événementiel et dans l'univers des jeux vidéo. Vous venez de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. En 2017, vous avez voté très à gauche au premier tour. Au second tour, vous avez joué le jeu de ce qu'on appelle le Front républicain pour stopper Marine Le Pen. Mais vous le dites aujourd'hui et vous l'assumez clairement, ce Front républicain, on ne vous y reprendra plus. Avec vous pour échanger ce soir, Xavier Iacovelli, bienvenue. Vous êtes sénateur En Marche des Hauts-de-Seine, membre de la Commission des Affaires sociales. Jacques Fernic, bienvenue à vous également. Vous êtes sénateur écologiste du Bas-Rhin, vice-président de la Commission des Affaires européennes et membre de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Baptiste Touchon, on va commencer avec vous. On l'a entendu, la politique, vous n'y croyez plus. Pour vous, la démocratie ne marche pas. Elle ne marche pas bien dans notre pays. Expliquez-nous comment vous en êtes arrivé à ce niveau de défiance. Bonjour à vos invités. On peut comprendre très facilement quand on s'engage d'un parti socialiste, au sein du Parti socialiste, c'était pour ses principes, ses valeurs. On accède enfin au pouvoir, comme les vidéos que vous avez montrées au début de l'émission, et on fait exactement l'inverse, au détriment des personnes qui ont contribué à accéder au pouvoir. Donc, la décision, elle n'est pas que pour moi, elle est pour des millions de Français. En 2012, il y avait encore un... On pouvait espérer un changement. D'ailleurs, c'était le changement du candidat. Il n'avait pas fait de promesse. Il s'était engagé sur quelques propositions. Il ne les a pas tenues. Alors que dans son programme, c'était bien marqué
je m'engagerai et je l'ai fait. Les conséquences, elles ont été désastreuses pour nos concitoyens les plus faibles. Aujourd'hui, à l'aune de la crise sanitaire... Après le PS, vous avez tenté autre chose, vous avez tenté la France insoumise. Est-ce que là, vous avez été davantage satisfait ou pas du tout? La question n'est pas de savoir si on est satisfait ou pas. La question est de savoir est-ce qu'on peut accéder au pouvoir pour défendre les personnes les plus faibles de notre pays. Qu'est-ce que vous en concluez aujourd'hui? Que les responsables politiques sont hors sol, qu'ils sont malhonnêtes? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je leur reproche de se soumettre aux puissances de l'argent, à la finance. Et je vais vous donner un exemple très simple. La principale usine du département, elle appartient à PSA. Il y a des salariés qui ont des mauvaises conditions de travail, à la fin de leur carrière, des cancers aussi aux communes aux alentours. Il y a le risque d'une délocalisation en 2025 en Pologne. Est-ce que vous croyez que des élus locaux, des élus nationaux, comme les sénateurs ici présents, vont essayer de défendre les salariés, les habitants, en sachant que PSA est une entreprise très puissante en France et que l'actionnaire que l'État est actionnaire? Parlez-nous de cette expérience au sein des Gilets jaunes. Est-ce que vous l'avez vécu comme un nouveau souffle démocratique? Vous y avez cru à nouveau à ce moment-là? C'est pas la question de croire ou ne pas croire. Vous avez dit en préambule de votre émission que je souhaitais la révolution. Non, ce que je veux, c'est que ceux qui ont besoin d'être défendus, ceux qui ont besoin de politiques qui sont en capacité de changer les choses, ces personnes-là les plus faibles, elles ne sont pas défendues. Alors, Baptiste Touchon, est-ce que vous croyez encore en la démocratie? La démocratie, elle a été tuée en 2012. Il y avait un choix à faire entre François Hollande et Sarkozy. On a choisi François Hollande sur la base d'un programme. François Hollande n'a pas appliqué ses engagements. C'est pas qu'il a tué la gauche, c'est pas qu'il a tué le Parti socialiste, il a tué la démocratie. Enfin, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On s'engage sur des propositions, on les applique et on respecte le suffrage des électeurs. Alors, si on ne respecte pas le suffrage des électeurs, il n'y a plus de démocratie possible. Et donc nous, avec des gens qui ont fait campagne pour François Hollande, qui n'ont pas forcément été au Parti socialiste, mais qui ont voté pour lui, qui ont cru qu'il y avait des changements qui étaient possibles dans ce pays en direction des personnes les plus défavorisées, les plus en difficulté. Eh bien, avec ces personnes-là, aujourd'hui, on a décidé de porter plainte contre François Hollande. On va faire réagir Jacques Ferny, qu'on entend un citoyen extrêmement déçu, des promesses qui n'ont, semble-t-il, pas été tenues, et un président qui aurait même tué la démocratie. Oui, il y a des mots, des expressions fortes dans la déception et la colère rentrée qu'on sent effectivement chez Baptiste. Et c'est des choses auxquelles nous, je dis, on n'est pas étrangers à cela, les politiques, nous aussi, je dirais. Les élus, on a de l'insatisfaction, on a envie d'avoir des résultats, on a envie de voir le bout des actes des politiques publiques. Et c'est vrai que les citoyens sont d'autant plus en colère. Alors je crois pas que ça date seulement de 2012. Moi, la crise démocratique, la difficulté particulièrement pour notre société française à oxygéner sa démocratie, à sortir de ce système et qui fait qu'on a le sentiment que tout se joue à l'élection présidentielle et que c'est de cette sorte de contrat présidentiel magique que sortiraient mécaniquement les politiques publiques qui vont se déployer. C'est vrai que moi je me rappelle en 2012, au moment des législatives, donc François Hollande était déjà élu, on était pour le deuxième tour dans un contrat commun avec le Parti socialiste et j'ai défendu dans des réunions publiques, je m'occupais de la partie éducation. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais peur que ça soit un exercice de communication uniquement. On annonçait ce qui serait fait échéance par échéance.
sur le front de l'éducation, dont on sait que c'est un enjeu majeur de l'égalité, de l'émancipation, de bonne qualité, d'insertion, d'orientation des jeunes et des jeunes pour leur éviter la précarité. Eh bien, j'avoue que très très vite, quand je me rappelle de ce que j'ai dit en réunion publique, quand j'ai vu comment tout cela n'était que du vent, mais c'est notre modèle de démocratie déformé par ce présidentialisme excessif, qui fonctionne d'ailleurs un peu à tous les niveaux. Parce qu'au niveau local, communal, on a aussi une forme de présidentialisme. Cette verticalité. Cette verticalité qui fait qu'on a... Alors moi, je suis rhénan, je suis alsacien. Je vois des modèles qui sont différents en Europe, en Allemagne, en Suisse, qui ont aussi des problèmes, qui ont aussi des difficultés, qui ont aussi des citoyens qui sont mécontents, mais qui n'ont pas cette espèce de sentiment que tout se joue un coup, l'élection présidentielle, que tout le reste en découle, et qui fait qu'après, on est dans la colère, dans le ressentiment, dans l'abandon, on baisse les bras, et les politiques ont le sentiment, eux, pour ceux qui sont aux manettes, que ce qu'ils disent et ce qu'ils proposent au moment électoral n'a guère de conséquences sur ce qu'ils feront ensuite. Et pourtant, il y a d'autres élections. Baptiste Touchon, par exemple, est-ce que vous allez saisir cette opportunité de voter lors des départementales et régionales qui ont lieu dans un mois ? Je ne sais pas pour l'instant. Voilà, j'ai entendu monsieur le sénateur, monsieur Ferny, donc je suis d'accord avec ce qu'il dit, il n'y a pas de souci. Voilà, moi je viens en face de moi, je lui demande, là aujourd'hui on a un dossier vraiment très important pour notre département. Est-ce que lui, en tant que sénateur, est-ce qu'il est prêt à, si je lui communique les informations concernant l'usine PSA dans notre département, est-ce qu'il est prêt à regarder à ce dossier-là et éventuellement à interpeller l'État pour empêcher une délocalisation et pour faire en sorte que cette usine pollue moins et que les salariés puissent conserver une meilleure santé et profiter un petit peu de leur retraite. Est-ce que M. Ferny... J'y suis d'autant plus près que je dirais fonctionnellement dans les responsabilités que j'ai prises au Sénat, j'y suis depuis le début octobre. Je fais partie de la mission d'information sur les transports de marchandises. Je suis pour le groupe écologiste en charge sur la loi climat de tout le volet transport. Et donc on a un véritable enjeu pour la filière automobile, de transformation, de mutation industrielle. Il faut prendre le pas de la décarbonation. Et je pèse, et je ne suis pas seul, pour qu'on ait une véritable prise en compte du volet social. Alors, on ne peut pas se permettre que ça soit un désastre social. Et on vous donne les coordonnées de Baptiste Touchon juste après. Xavier Iacovelli. Oui, bonjour Monsieur Touchon. Et moi, c'est vrai que votre intervention m'interpelle également, et notamment sur la question de la santé, puisque moi je suis aux affaires sociales, et c'est vrai que sur la santé des salariés de PSA. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur notamment une proposition de loi transpartisane, et ça c'est aussi important, sur la question de la pollution des sols. Et donc justement, comment est-ce qu'on accompagne les habitants suite à ces différentes pollutions dues à l'industrialisation Alors si on revient à la question qui nous occupe ce soir, cette question démocratique, on voit des décrocheurs de la démocratie. Alors il n'est peut-être pas encore tout à fait Baptiste Touchon, mais il en est pas loin. Comment on ramène ces citoyens qui sont écœurés, on peut le dire. Alors déjà, moi, je voulais dire que j'estime que on n'a pas tué la démocratie. On a peut-être tué des partis politiques qui étaient là depuis des années. Moi-même, je viens du Parti socialiste. Je l'ai quitté en 2019. Effectivement, j'ai cru en 2012 à l'arrivée de François Hollande avec un certain nombre de promesses. J'ai accompagné jusqu'au bout le quinquennat de François Hollande avec des déceptions que j'ai tues, que j'ai gardées parce que effectivement, comme j'étais élu du Parti socialiste, je donnais mon opinion en interne, mais j'évitais de l'exprimer en externe jusqu'au bout où on ne peut plus, au bout d'un moment, soutenir un parti politique qui n'incarne plus le progrès que moi j'attendais et sur lequel je m'étais engagé dans cette formation. Donc vous avez été un déçu, vous aussi. Donc j'ai été aussi un déçu, mais j'ai été un déçu de l'appareil, j'ai pas été un déçu de la démocratie. Et c'est ça que je voulais dire à Baptiste Touchon, c'est que je pense effectivement qu'il y a une nécessité de réinventer notre modèle partisan, notre modèle démocratique, mais pas la démocratie. Si aujourd'hui on vous pose la question de savoir si vous pouvez voter, si vous allez aller voter au mois de juin sur les élections départementales ou régionales,
régionales, c'est justement parce que nous sommes en démocratie. Et donc il faut que les citoyens, il faut que nous tous, en tant que citoyens, on se saisisse de cette chance que nous avons de pouvoir exprimer et de choisir nos représentants. Et ça, c'est pour ça que je voulais vous dire que, encore une fois, la démocratie n'est pas morte, mais il faut réinventer certainement la façon de faire de la politique. Alors Benoît Baudry, on se tourne vers vous. Vous vous êtes prêté au jeu démocratique, puisque vous avez participé à cette convention citoyenne pour le climat, expérience enrichissante, dites-vous, mais vous en ressortez déçu, vous aussi. Pourquoi ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Déçu parce que on appelle ça les sénateurs, les députés, le législatif aujourd'hui aime appeler ça la démocratie participative. Mais si vous nous faites venir, vous nous faites demander notre opinion, notre réflexion, et qu'à la sortie, vous n'en tenez pas compte, je ne vois pas en quoi c'est participatif. Donc c'est surtout là-dessus où on est déçu. Parce que lors de la Convention citoyenne pour le climat, on prend une première claque quand on nous informe de notre lettre de mission, qui est de comment réduire les gaz à effet de serre. Donc on prend une première claque sur l'état du climat. Mais ensuite, durant cette Convention citoyenne, moi, où j'ai pris cette deuxième claque, c'est sur la démocratie qu'on vit actuellement. J'ai plus l'impression qu'on est en oligarchie qu'en démocratie. Et après, le pompon, la cerise sur le gâteau, c'est quand on nous parle de démocratie participative et qu'à la fin, on le voit dans le projet de loi climat, où on prend très peu compte de la vie des citoyens. Alors, au-delà du résultat qui vous déçoit, on l'a entendu, cet exercice en lui-même de la consultation citoyenne, est-ce que vous avez trouvé que ça fonctionnait bien ? Vous vous êtes senti quand même écouté ? Vous avez vu des échanges ou vous avez senti que tout était joué d'avance ? Non, on a joué le jeu. Il est certain que quand on est arrivé au départ dans cette chambre, dans cette troisième chambre là, qui est le CESE, on s'est posé la question pourquoi nous, notamment moi. Je suis issu des quartiers nord de Marseille, des quartiers assez sensibles. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je faisais là. Et on nous a sortis, je faisais partie un peu de ce mouvement Gilets jaunes, on nous a sortis de la rue pour venir prendre notre opinion, tout ça. Mais c'est à la fin, le résultat, quand on a fait le travail, au départ on n'a rien demandé, on nous demande de participer. Moi, ça faisait plus de 30 ans que j'allais plus aux urnes, parce que je ne croyais plus en cette politique, je ne croyais plus en cette démocratie. Mais aujourd'hui, j'ai repris une valeur grâce à la Convention citoyenne, j'ai repris une légitimité de citoyen et je me dis qu'il est important de retourner aux urnes, mais quand on voit le résultat qui a été fait avec la Convention citoyenne, ça fait un peu mal. Xavier Iacovelli, Oui, moi déjà je voulais saluer tous ceux qui se sont engagés dans cette convention citoyenne, parce que moi je vous cache pas qu'au départ quand on a annoncé la convention citoyenne, je me suis dit bon, ça sera un tirage au sort mais de façade, en fin de compte c'est les gens qui auront postulé. Pourquoi vous avez dit ça? Parce que vous n'aviez vous-même pas confiance dans la façon dont ça allait fonctionner? J'avais pas regardé spécifiquement la méthodologie, mais je ne croyais pas forcément au tirage au sort. Et en fin de compte, j'ai eu quelqu'un dans ma circonscription à Nanterre, Mélanie Blanchetot, qui maintenant a décidé de s'engager politiquement suite à cette convention, qui n'était pas du tout engagée politiquement. Et donc, j'ai vu effectivement que c'était un vrai tirage au sort, et monsieur, vous venez de le confirmer, et avec des citoyens qui n'étaient pas engagés politiquement, qui n'étaient pas engagés forcément dans des associations climatiques ou de défense de l'environnement. Donc vous préférez voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que finalement ce sont des gens qui n'étaient pas engagés qui le deviennent. Et qui le deviennent par cette façon inédite de consulter la population. Mais après, moi, oui, mais c'est ça où je voulais répondre. C'est que je peux comprendre que quand on s'engage dans une convention, dans une préparation, qu'on a un projet, on a envie que toutes nos propositions soient reprises. Et ça, je le comprends parce que moi-même, enfin, on a tous fait des élections. Lorsqu'on fait un projet, on a envie de gagner ces élections pour mettre en œuvre notre projet. Bon, force est de constater que là, effectivement, toutes les propositions n'ont pas été reprises, mais il y a quand même 20% de ces propositions qui étaient déjà dans le projet de loi de finances, 10% qui sont d'un point de vue réglementaire, donc qui ne viendront jamais dans la loi parce qu'elles sont mises dans le réglementaire, et il y a 70 propositions sur 146 qui ont été retenues. Et donc, bien sûr qu'on pourrait dire que ce n'est jamais assez. Mais enfin, je veux dire, vous avez fait progresser aussi la question grâce à votre participation. Et moi, c'est ça que j'ai envie de relever dans cette initiative inédite. Je crois que Benoît Baudry veut réagir. Je ne peux pas être d'accord avec ça. C'est même
les 70 qui ont été retenus, les textes ont été modifiés. On le voit, par exemple, on parlait du transport tout à l'heure, on le voit sur le malus auto, on parlait de 1800 kilos, on est retombé à 1400 kilos, si bien que ça a beaucoup moins d'impact. On parlait des vols aériens, on parlait d'un transfert via les ferroviaires pour une durée de 4 heures. Là, c'est passé à 2h30, ça touche très peu de lignes. Il y a un manque quelque chose est fait, c'est bien, quelque chose a été fait, puisque rien n'avait été fait depuis cette fameuse phrase de Jacques Chirac, très peu de choses n'avaient été faites. La maison brûle et nous on regarde à côté. Quelque chose a été fait, c'est bien. Mais est-ce qu'un jour, on aura un politicien assez courageux pour aller jusqu'au bout des idées citoyennes? Oui, mais juste, excusez-moi, mais la politique, c'est aussi arbitrer parfois. Et c'est normal qu'au bout in fine, le politique, en ayant une vision globale de la situation, puisse arbitrer ce qui est réalisable et ce qui ne l'est moins, ou ce qui peut le faire peut-être en plusieurs étapes. Et donc, encore une fois, moi, je vois plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Jacques Fernic. 3 choses sur la Convention citoyenne. Moi, j'ai toujours cru, c'est mon engagement à la fois de pédagogue, de militant associatif, politique, de prof aussi. J'ai toujours cru en l'intérêt de la participation citoyenne. Pour moi, c'est pas un gadget, c'est une nécessité, surtout dans l'action locale, la démocratie de proximité, si on la fait pas fonctionner avec les citoyens, on se plante. Donc cette méthode, vous la saluez? Cette méthode, je la salue. Je la salue. C'est quelque chose effectivement dont je voyais l'intérêt. Je saurais que ça serait pas évident, que ça serait pas facile. Et donc, c'est bien. Je crois que la déception qu'on a aussi, je pense qu'elle va nous apprendre des choses et qu'elle va permettre d'avancer pour qu'on arrête de... Parce que il a dit, on a joué le jeu, mais il faut pas jouer avec eux. Faut pas jouer avec eux. Il y a eu des déclarations solennelles qui ont été faites. Personne n'a obligé le président par 3 fois solennellement, publiquement, de dire qu'il y aurait 3 jokers, uniquement 3 jokers. C'était, on se rappelle, la vitesse limitée sur autoroute, c'était la taxe de 4% sur les dividendes, et c'était un joker d'ailleurs qu'il n'a pas utilisé finalement, le préambule de la Constitution par référendum. Personne n'avait obligé à dire ça, et que tout le reste, ça serait sans filtre. Alors sans filtre, moi j'ai tout de suite compris comme parlementaire qu'il y avait une ambiguïté. Ça signifiait pas qu'on allait l'appliquer dans les politiques publiques automatiquement sans filtre. Ça signifiait qu'on allait le transmettre sans filtre à la machine parlementaire pour qu'elle le travaille. Mais pour qu'elle le travaille dans l'échange. Là-dessus, j'ai regretté, moi, que nous, sénateurs, et c'est la responsabilité du Sénat, de la majorité du Sénat, on n'ait pas eu l'occasion de pouvoir échanger comme l'ont fait les députés, des groupes de députés en fleurs, parce que la majorité LR l'a refusé, qu'on n'ait pas eu l'occasion de dialoguer avec les conventionnels citoyens de la Convention. Et puis quand même une chose, la troisième chose, c'est pour vous, mon collègue sénateur. Rapidement, on a un troisième citoyen. Le verre à moitié plein, le moitié vide, je veux bien, mais il y avait un cahier des charges. Ce cahier des charges, c'est, dans la justice sociale, baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France en 2030 sur la base de celles de 90. Et là, que vous fassiez ce que vous voulez avec les propositions de la Convention citoyenne, je veux bien, mais quel est l'impact mesuré de ce qu'on a dans la loi qui nous est proposé aujourd'hui? Ça en fait à peine, au mieux, la moitié du chemin. C'est intéressant, là, mais vous allez sur le fond, pardonnez-moi, on est vraiment sur la méthode ce soir, et sur cette question de la démocratie directe et participative. C'est aussi respecter le cahier des charges démocratiques. Absolument, mais n'allons pas sur le fond. Alexandre Ngobo, rebonsoir à vous. Vous ne voulez plus du tout entendre parler de ce qu'on appelle le front républicain, notamment en cas de ce duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen qui semble être prévu par les sondages en 2022. C'est bien ça ? Oui, alors tout d'abord, je me permettrai de citer un auteur qui s'appelle Bernanos et qui disait, puisque c'est le thème de l'émission, que la démocratie est le mot le plus prostitué de la langue française. Pour moi, c'est quelque chose de très vrai, toujours aujourd'hui, dans la mesure où on utilise ce mot de démocratie pour absolument tout et rien. Moi, j'aimerais un jour qu'on y mette une définition relativement claire, parce que la démocratie, à la base, c'est quoi? C'est, historiquement, dans les temps antiques, c'est la boulée, on appelait ça la boulée dans l'Antiquité grecque, c'était le boulanger, le forgeron qui venait, qui participait à la vie de la démocratie, c'est eux qui prenaient directement les décisions. Bon, évidemment, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. On peut tendre vers cette idée de participation, comme on l'a vu, comme vous en parliez, messieurs, par rapport à la Convention citoyenne, etc. Mais moi, je veux dire,
j'ai été en cours, je connais l'histoire de mon pays et je connais les caractéristiques de la démocratie et je connais les caractéristiques de l'inverse, c'est ce qu'on appelle la dictature. Les caractéristiques de la démocratie, c'est la participation et c'est surtout l'impact que peut avoir le citoyen sur la vie de la cité. Voilà. Polistica, la cité. Un peu d'étymologie, mais bon. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où ce qui s'apparente à la participation citoyenne dans notre système, c'est les parlements, hein, le système bicaméral, comme on dit. Et aujourd'hui, permettez-moi, on est dans un pays où ça fait déjà au moins 2 ans que notre président dirige par décret, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus, quand il y a un projet de loi qu'on fait passer à l'Assemblée, puis au Sénat, il y a la fameuse navette parlementaire. Aujourd'hui, si ça ne plaît pas au président, 49.3, et donc on fait des décrets. Le décret du masque, le décret machin, personne n'a son mot à dire. Aujourd'hui, on voit que le pouvoir qu'a le président est disproportionné par rapport au pouvoir. Donc régime trop présidentiel. Xavier Iacovelli. Moi, je ne suis pas complètement en désaccord avec ce que vous venez de dire. Alors déjà, je pense que tous les hommes politiques ne sont pas des énarques ou des hauts fonctionnaires. Moi, je suis fils d'ouvrier, j'ai grandi dans une cité et c'est par une action de terrain que je suis devenu d'abord élu local, je le suis toujours, puis sénateur. Mais pour revenir sur la Constitution, moi je pense effectivement qu'il faut faire évoluer notre Constitution. Il faut faire évoluer notre Constitution sur la question du 49.3. Moi j'ai toujours été opposé au 49.3. Je pense qu'en tant que social-démocrate, je suis pour trouver des compromis, une négociation plutôt que le passage en force. Donc, à titre personnel, je suis. Après, ce n'est pas constitutionnel, mais sur la question du quinquennat. Moi, je pense qu'il y a une question sur le quinquennat liée, et ça, c'est l'inversion du calendrier de Jospin. Je pense que lier les législatives au président de la République, à l'élection présidentielle, ça a complètement dénaturé le pouvoir. Donc, ça donne un régime trop présidentiel, encore cette verticalité qui revient. Donc, moi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Sénat, on est beaucoup plus libre qu'à l'Assemblée nationale, parce qu'on ne dépend pas directement de l'élection présidentielle. Après, sur la question de la participation citoyenne, pour en revenir quand même à ça, vous savez, moi, quand j'ai été élu sénateur en 2017, j'ai décidé de ne pas être un sénateur de palais, c'est-à-dire d'être présent sur des textes sur lesquels je travaillais, mais rester un ancrage territorial sur le terrain. Et j'ai aussi créé le conseil sénatorial pour associer à la fois les élus, mais aussi les citoyens en amont des textes de loi, pour demander leur avis et les tester sur les différentes avancées qu'on pourrait avoir sur les textes. Ça, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont mis en place à destination des citoyens, à destination des parlementaires. Je pense notamment à l'application Nos Lois, dont je suis le premier sénateur à être sur cette application. Il y a des éléments aujourd'hui qui nous permettent d'avoir ce lien direct avec la population. Ça vous rassure un peu, Alexandre Ngobo, quand vous entendez ce discours venant d'un parlementaire ? Alors, ça me rassure, oui et non. Je suis content qu'il y ait des gens qui tâchent de faire de pousser un peu les choses pour revenir à une forme de démocratie, comme on dit. Mais malheureusement, ça fait des années qu'on entend toujours ce même type de discours avec des tentatives de petits pas, des choses comme ça. Aujourd'hui, j'écoutais encore à la radio hier un débat pour l'élection régionale de ma région qui est l'Occitanie. On écoute tous les candidats, alors il y a un débat, et puis ils disent oui, mais par rapport à cette problématique-là, la présidente sortante de la région dit « Ah mais ça on peut rien faire, c'est le président qui décide, on n'a pas la compétence ». Les hôpitaux qui étaient, 2 ans qu'on est mis dans je ne vais pas utiliser le terme, mais dans une crise insupportable, parce que soi-disant les hôpitaux sont saturés, on a encore une fois un gouvernement présent qui ne fait rien pour augmenter les capacités hospitalières. Alors, moi, je suis allé au Japon récemment. Je veux dire, on a tendance à dire que la France est une très grande puissance mondiale. Le Japon, je veux dire, ils sont à des années-lumière du système hospitalier qui est le nôtre. Alors, il nous reste très peu de temps. On va laisser réagir Jacques Fernic. On entend trop de verrous, trop de verticalité. On a l'impression que tout est bloqué, quoi. C'est le problème. Les choses bloquées, on le voit bien avec la crise de la pandémie qui a déferlé sur nous depuis plus d'1 an. Il faut de la réactivité, il faut de l'adaptation. Il y a un niveau dont on n'a pas parlé aujourd'hui, là, cet après-midi, c'est le niveau européen.
Je veux dire, pour que la démocratie prenne son essor, fonctionne, pour qu'on ait prise les citoyens, il faut hausser le débat politique au niveau européen. Parce que c'est là que se joue toute une série de grandes décisions sur le climat, sur les transitions à mener. Mais ça risque de rebuter encore plus les citoyens qui nous écoutent ce soir. Non, mais mais il faut c'est un avoir verrou vote de direct plus. pour choisir nos représentants, et pas seulement au Parlement européen. Voilà, si on dit aux citoyens, tout se joue au plan national, on leur ment, on leur donne quelque chose de tronqué. Si on leur fait croire que tout se joue au niveau communal et qu'en tant que maire, on pourra agir, alors que l'essentiel de l'opérationnel, c'est l'intercommunalité. Si dans une élection départementale, quelqu'un qui aspire à devenir conseiller départemental leur explique qu'il va résoudre les problèmes de sécurité, etc., il leur raconte des bêtises. Il faut des bonnes articulations, il ne faut pas mentir aux citoyens, et il faut que la démocratie, elle tienne les deux bouts. Moi, j'étais très heureux d'entendre tout à l'heure Benoît qui disait que la Convention citoyenne lui a redonné une certaine de légitimité, l'a refait citoyen. Il lui a redonné confiance. C'est aussi ça le risque, c'est que cette crise de la démocratie, cette déstructuration de la citoyenneté, elle joue aussi, elle déforme pas non plus les élus, mais elle fait aussi que le protestataire, que l'individualisme, que les gens qui croient que la participation citoyenne, c'est défendre des intérêts particuliers. Il faut réussir à retrouver ensemble le sens de l'intérêt général. La citoyenneté, c'est pas seulement adhérer dans un parti politique, c'est aussi participer. Et quand on est dans une association locale, quand on est dans une convention citoyenne, où on fait de la politique indirectement. Et donc moi, j'invite vraiment tous ceux, même ne pas aller dans les partis politiques, mais investissez-vous pour votre cité. Dans la vie de la cité. On va y venir justement, c'est déjà la fin de cette première partie. Merci à tous d'y avoir participé, merci d'avoir participé à cet échange. On va maintenant donner la parole à des citoyens qui ont décidé de faire de la politique, mais sans les politiques, sans les partis, en dehors des structures traditionnelles. Leurs méthodes sont un peu moins orthodoxes, mais leur engagement est tout aussi fort. On va les accueillir dans un instant. Je vous propose d'abord de découvrir de nouvelles images, celle d'une citoyenne pour qui les messages passent bien mieux par les réseaux sociaux. C'est sa façon à elle de s'engager. Via les réseaux sociaux, des personnes qui sont considérées comme n'étant personnes peuvent en fait du jour au lendemain rassembler sur une même page, s'exprimer toutes ensemble, se sentir soutenues et surtout avoir un réel poids. Et donc grâce à ces pages Instagram, j'ai pu mener plusieurs gros combats qui ont fait, je dois dire, pas mal de bruit sur l'affaire Sciences Sport, qui, en fait, toujours suivant les mêmes dynamiques de silence et de viol et d'agression sexuelle en masse, malheureusement, a permis de mettre à jour le fait qu'il y avait eu nombre de violences sexuelles dans des IEP à travers la France. Moi, j'interviens à ce moment-là, puisque forcément, sur Instagram, il n'y a pas de tabou. On peut sortir à peu près ce qu'on veut, surtout que moi, je suis seule, je ne suis pas une association, je ne suis pas un média. Du coup, je m'appuie uniquement sur les témoignages que je reçois. Et donc, ça a été chose aisée pour moi les deux fois que de faire sortir ça et de le faire sortir jusque dans les médias, donc dans les JT, en une des grands journaux et évidemment dans les sphères politiques. Et je suis très contente de faire partie de cette nouvelle vague d'activisme qui arrive à changer les choses juste à la force du doigt. Et on vous retrouve dans Dialogue Citoyen, Anna Tourmazov, bienvenue à vous. Vous avez donc 26 ans, vous habitez entre Bruxelles, Paris et le sud de la France. Vous êtes ce qu'on appelle donc une influenceuse sur les réseaux sociaux, une militante féministe. Vous vous sentez donc beaucoup plus libre que les politiques, aucun frein, aucune limite sur les réseaux et ça c'est votre clé à vous. Véronique Caillard est également avec nous, bienvenue. Vous avez 65 ans, vous habitez Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, vous étiez psychologue. Vous êtes une femme engagée depuis toujours. En 2018, la démission de Nicolas Hulot est pour vous un électrochoc et vous décidez alors de franchir un nouveau cap dans votre militantisme et vous nous direz comment. Jérôme Pimot est également avec nous, bienvenue. Vous avez 51 ans, vous avez vécu des expériences douloureuses en tant que livreur à vélo pour les plateformes. Mais plutôt que de prendre la voie syndicale traditionnelle qui ne vous représentait pas apparemment, vous avez créé un collectif indépendant. Vous nous direz ce que vous reprochez d'ailleurs au syndicat et pourquoi vous avez pris ce chemin un peu différent. Avec vous pour échanger ce soir, Agnès Canaillé, bienvenue. Vous êtes sénatrice de la Seine-Maritime, apparentée au groupe LR et secrétaire de la Commission des lois. Pierre Laurent, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur communiste de Paris, vice-président du Sénat, vice-président de la Commission des Affaires européennes et de la Commission des Affaires étrangères. Anna Tourmazov, vous, l'action, vous la menez donc sur les réseaux sociaux et vous vous y sentez plus libre que si vous vous lanciez en politique. Oui, tout à fait, parce que en fait, ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas de réel cadre, en tout cas pour les quelques, disons, influenceuses féministes qui ne sont pas dans des associations. Si un beau jour, on reçoit par exemple un témoignage où il nous arrive quelque chose de particulier, ou en tout cas on a connaissance d'une situation,
on peut sans aucun frein ni ligne, disons, décider de lancer une action massive en utilisant les ressorts du relais citoyen. Ça veut dire que vous avez l'impression finalement de vulgariser, de démocratiser votre cause, de l'élargir à un public plus important ? Oui, tout à fait, parce que sur Instagram, c'est vrai qu'on peut, enfin moi en tout cas, donc je suis sur Instagram et les autres réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. J'ai l'opportunité, grâce à Instagram, de pouvoir aller toucher en fait des personnes qui ne sont pas de base dans des sphères politiques, qui ne sont pas dans des sphères militantes, qui sont, dirons-nous, peut-être très vulgairement des profanes, et qui en fait progressivement, par l'intermédiaire de contenus extrêmement pop finalement, vont avoir accès en fait à cette pensée qui est très politique et très engagée. Est-ce que vous sentez que c'est vraiment efficace ? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que vous sensibilisez en profondeur des gens à la cause féministe, puisque c'est celle que vous défendez sur les réseaux sociaux, ou qu'il y a quelque chose d'un peu instantané, avec des réactions dans l'immédiat, peut-être très positives, mais qui ne débouche sur rien derrière ? Je crois qu'il y a deux choses là-dessus, effectivement. Il y a tout ce qu'on appelle l'activisme performatif, c'est-à-dire par exemple pendant toutes les personnes qui ont pu mettre un petit carré noir pour montrer qu'elles étaient hyper conscientes des enjeux, puis qu'on n'a plus jamais vu parler d'antiracisme. Bon, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que à force finalement de marteler en fait des messages, c'est-à-dire que par exemple j'ai une page, c'est une page de mèmes, donc c'est des contenus humoristiques, donc on est quand même très loin d'un propos un peu pompeux, en jargon, etc. Et ce qui se passe, c'est que les gens like, les gens identifient leurs amis. Les gens vont le partager dans leur story. Et en fait, ça fait qu'il y a autant de personnes qui ne s'intéressent pas au féminisme qui voient ça, et qui voient ça au quotidien. Donc en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on sait que le cerveau finit par imprimer en fait les messages. Et même des personnes qui sont un peu réfractaires, finalement, qui ne sont pas forcément d'accord avec moi, ce que je vais raconter, ou qui trouvent même que le féminisme n'a aucune légitimité en 2021, et ben ça va quand même en fait imprimer, parce qu'ils entendent parler en permanence. Donc du coup, par exemple, sur le harcèlement de rue, ben, ils vont savoir que ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Par rapport au consentement aussi, il va y avoir des choses. Et je crois que ça fonctionne dans la mesure où, par exemple, beaucoup d'hommes maintenant se disent féministes. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Anna Tourmazov, pourquoi ne pas le faire au sein d'une association ou même au sein d'un parti politique ? Pourquoi ne pas prendre cette voie-là ? Parce que, comme je disais, là, j'ai une liberté qui est immense, celle de pouvoir lancer en fait des vagues de témoignages, par exemple, comme ça a été le cas avec Uber c'est Uber ou avec Sciences Po, donc des affaires contre Uber et contre Sciences Po, donc à chaque fois des histoires de violences sexuelles et sexistes qui ont été dissimulées. Si j'étais dans une association ou dans un parti, il y aurait quand même des comités qui devraient réfléchir avec moi, il y aurait une temporalité très différente. Ouais. Là, je me sers vraiment de l'instantanéité des réseaux sociaux et aussi de la propension que ça peut avoir à très rapidement lancer la presse et des grosses séquences médiatiques qui mettent une vraie pression. Pierre Laurent, on sent qu'il y a une vraie demande d'indépendance et qui semble passer par les réseaux sociaux, et le parti politique ou les autres structures sont ressentis comme un enfermement. Oui, c'est ce qu'on dit, mais moi je suis pas du tout. Moi, je suis très satisfait que des gens sous les formes les plus diverses et comme ça vient d'être dit, s'emparent de questions aussi importantes, s'en emparent. Le militantisme citoyen, pour moi, c'est le moteur de la politique, de toute façon. Donc évidemment que des gens prennent l'initiative individuellement ou parfois en groupe d'ailleurs d'utiliser les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, moi qui suis un militant et maintenant un élu, j'utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux. Et vous n'êtes pas le seul. Et ça me donne l'occasion de parler à beaucoup de gens auxquels probablement j'aurais difficilement du mal à parler autrement. Donc moi, je trouve ça très bien. Et on sait par exemple que sur les violences faites aux femmes, ça a été un moteur puissant de libération de la parole. Ça a fait bouger les choses, ça continue de les faire bouger, et tant mieux. Après, évidemment, moi j'ai ajouté à ça, parce que moi j'ai commencé comme ça aussi, dans mon lycée il y a très très longtemps, quand je mettais mon lycée en grève pour libérer Angela Davis, qui était une militante noire américaine qui était en prison, je faisais la même chose. Bon, à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais bon. Donc on s'est tous engagés à un moment donné de manière. Bon, c'est vrai que moi j'ai ajouté à ça le besoin de donner
aussi l'efficacité, pas seulement un cadre, mais aussi un espace de discussion collective. Parce que de tous ces sujets, de toutes ces mobilisations, de tous ces investissements, il faut essayer à un moment donné de forger aussi un point de vue qui puisse devenir un point de vue qui l'emporte largement, qui ait l'adhésion de beaucoup de gens, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait bouger la société. Donc moi, je vois pas de contradiction en fait entre la multiplicité de ces engagements citoyens et le fait de s'organiser, dans ce qu'on entend quand même de la force à ça, quoi. Ce qu'on entend quand même dans le discours d'Anna Tourmazov, Agnès Canaillé, c'est qu'il y a une forme de lourdeur dans les structures traditionnelles, les partis politiques notamment, mais pas seulement, avec une temporalité qui n'est pas la même que celle des réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que les partis doivent évoluer, un peu se calquer sur ces réseaux sociaux qui sont plus dans l'instantanéité, ou surtout pas ? Certainement, mais je pense qu'il n'y a pas une opposition entre la vie des réseaux sociaux et l'alerte par les réseaux sociaux et le fait de porter des sujets et d'alerter en utilisant les techniques des réseaux sociaux et qui, comme le dit justement mon collègue Pierre Laurent, sont des techniques que nous utilisons nous aussi au quotidien dans notre action publique et politique, et la vie des partis politiques qui est complémentaire. Oui, mais est-ce que vous vous sentez vraiment indépendante ? Est-ce que vous sentez que parfois vous êtes empêchée par des strates qui vous dépassent, qui font partie de la structure dans laquelle vous êtes? Oui, alors moi c'est un peu particulier parce que je ne suis plus dans mon parti, donc je suis sortie de mon parti politique, donc c'est intéressant. parce que justement je n'étais pas dans la ligne et je n'avais pas mes idées n'étaient pas forcément portées au niveau de mon parti politique, donc je ne suis plus dans mon parti politique. Bon, il n'empêche que ça me permet aussi je continue à porter des actions politiques en étant engagée et en ayant un mandat de représentation. Néanmoins, c'est vrai que cet engagement, il vient au départ d'une volonté d'agir et de faire avancer les choses. Donc il suffit pas, c'est important évidemment de pouvoir déjà soulever des problèmes, d'alerter sur des problèmes, de fédérer autour des problèmes, et tout l'intérêt des réseaux sociaux, et comme le dit madame, qui permet d'avoir une audience large aujourd'hui et une efficacité réelle, parce que ça va très vite, c'est très puissant et ça va très loin. Néanmoins, après il faut le transformer en action publique, en action politique, et là on a besoin d'un cadre, d'une structure, et je crois que c'est le rôle des partis politiques. Elle est peut-être là la limite des réseaux sociaux, Anna Tourmazov. Est-ce que vous y voyez une complémentarité entre réseaux sociaux et structures officielles type parti politique, ou vous dites non, finalement vous êtes plus efficace que les partis? Non. Moi, l'objectif, c'est pas d'être dans une compétition, c'est juste d'avoir une marge de manœuvre qui est énorme. En fait, c'est vraiment ça. Je pense le point important à reconnaître dans mon activité. Moi, le but, c'est clairement de lancer des alertes et de faire émerger en fait des choses. Après, les partis politiques s'en saisissent ou non. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu plutôt des déceptions parce que les partis politiques s'en saisissent, le gouvernement s'en saisit, et c'est un peu des effets d'annonce. Mais c'est aussi dû à des agendas politiques qui sont tout le temps hyper rapides. Et sur la question en plus de l'égalité homme-femme, il y a malheureusement des nouvelles affaires chaque semaine presque. Mais je ne crois pas, moi en tout cas, mon propos n'est absolument pas contre la structure politique en elle-même ou les élus, etc. C'est pas ça le but, et je pense qu'on peut travailler en harmonie avec en tout cas des personnes qui sont de bonne volonté et de bonne foi, parce qu'on se rend compte très vite quand c'est pour juste récupérer. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le fait, en ce qui me concerne, de ne pas être élu, de ne pas être affilié, c'est qu'un discours féministe que je vais amener, imaginons je serais dans un parti X et Y, peut-être qu'il y aurait des personnes qui seraient dans autre parti qui seraient d'accord avec moi, mais qui ne sauraient pas le dire, qui ne pourraient pas le dire, parce qu'elles seraient dans notre parti et qu'il y aurait une allégeance différente, etc. On connaît un peu malheureusement ces guerres de pouvoir auxquelles on est obligé de prêter un peu le flanc, et ça arrive aussi dans le milieu militant, hein, évidemment, personne n'est épargné. Mais voilà, je pense que c'est une réelle liberté, et on est un peu des électrons libres en tant que militants, en tant qu'activistes un peu visibles sur les réseaux, avec qui les élus doivent essayer de collaborer au maximum. Alors, Véronique Caillard, je vais me tourner vers vous maintenant. Le militantisme, l'engagement écologiste, ça a toujours fait partie de vous. Mais vous êtes vraiment passé à l'action après la démission de Nicolas Hulot, qui, je le disais, a été une forme d'électrochoc, hein, c'est ça ? Eh bien, quand Nicolas Hulot a démissionné, ça m'a fait vraiment un choc, et je me suis dit, maintenant, c'est à nous les personnes, les citoyens, de remonter nos manches et de passer à l'action par rapport à l'urgence climatique. Moi, je suis une citoyenne, il me semble, suffisamment informée, les informations me parviennent.
et devant l'urgence, il me semblait important d'agir. Donc j'ai commencé plutôt au départ par suivre les marches pour le climat, notamment avec Alternativa. Et puis très rapidement, j'ai participé à des actions concrètes. Par exemple, le blocage de la défense on était à peu près 2000 activistes, où nous avons bloqué 4 tours, EDF, Total, la Société Générale et le ministère de la Transition écologique. Et puis j'ai aussi participé à des blocages où j'ai été enchaînée devant les entrepôts Amazon. Tout ça pour montrer l'importance d'agir, pour soutenir. Je me sens une responsabilité morale, si vous voulez, vis-à-vis des jeunes qui s'engagent. Et je me dis que maintenant, bon, j'ai du temps devant moi parce que je suis retraitée, mais j'ai envie de consacrer vraiment ma vie à soutenir ce mouvement parce que le gouvernement ne va pas ne suit pas tout à fait les engagements qu'il a pris, notamment les engagements de Paris, et puis par rapport à la Convention citoyenne pour le climat, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Pour en rester sur la méthode, Véronique Caillard, est-ce que ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, pour faire bouger les lignes, pour faire avancer les choses, il n'y a plus que la force, l'illégalité, la désobéissance civile? C'est comme cela qu'il faut expliquer les choses? Non, c'est en parallèle. Mais c'est très important. Par exemple, je prendrai un autre exemple. Quand François Hollande a été élu, il avait beaucoup de pouvoir, c'est-à-dire qu'il avait à la fois les régions, le Sénat, pas le Sénat, mais la Chambre des députés, et malheureusement, il n'a pas fait suffisamment les choses. Et peut-être que nous n'avons pas, nous, les citoyens, été suffisamment derrière lui pour soutenir. Et je pense que les actions comme ça, l'activisme, c'est aussi pour poser un cri d'alarme, lanceur d'alerte, et mettre une pression pour que les gouvernants agissent vraiment dans le sens, là, bon, pour ce qui me concerne, c'est l'urgence climatique. Agnès Canaillé, ce qu'on entend, c'est que donc finalement mettre un bulletin dans l'urne aujourd'hui ne semble plus suffire, en tout cas aux yeux de Madame et aux yeux de beaucoup d'autres qui mènent et qui n'hésitent plus à franchir la ligne rouge, la ligne de la légalité aussi. Oui, alors ce que Madame appelle l'activisme, on voit c'est un engagement personnel fort qui effectivement peut aller au-delà des limites de ce qui est autorisé. C'est un moyen, alors nous dit-elle, de tirer des sonnettes d'alarme. De ce côté-là, moi, je ne peux pas cautionner de comportements qui sont illégaux. On le comprend bien, mais est-ce que ça vous interpelle du coup? Ça nous interpelle, bien évidemment. Je pense que c'est important, cette pression citoyenne. D'ailleurs, elle est importante et elle faisait partie autrefois du militantisme quand on se mobilisait, on s'est mobilisés tous pour défendre des causes à plusieurs titres. Aujourd'hui, on voit que cet engagement, il prend parfois des formes beaucoup plus radicales. C'est vrai que ça peut poser question sur les finalités. Néanmoins, moi, je reste persuadée que derrière, il faut peut-être contester, mais il faut aussi s'engager avec un projet pour faire avancer les choses. Parce que je trouve que c'est très bien d'alerter, mais derrière, pour quel projet, pour quelle action et comment on fait en sorte que ça avance plus vite? Pourquoi ne pas aller militer au sein d'une association ou d'un parti politique, donc, Véronique Caillard? Eh bien, parce que les partis politiques ont tout à fait leur place, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Les dernières décennies nous l'ont montré. Là, enfin, on est vraiment face à une urgence. Et s'il n'y avait pas cette pression de la population, je ne suis pas sûre que les choses aillent aussi vite, pour l'instant elles ne vont pas du tout assez vite, mais il me semble que s'il y a des petites avancées, c'est surtout parce qu'il y a la pression de la population derrière qui est là pour inciter, encourager et même plus pour faire avancer les choses. Pierre Laurent.
Non, mais ça a toujours. Enfin, moi, moi, j'encourage Madame à continuer à s'investir de cette manière, parce qu'en fait, ça a toujours avancé comme ça. Toutes les grandes causes ont nécessité des mobilisations citoyennes très importantes. Et même quand il y avait au gouvernement, au temps du Front populaire, des gouvernements de gauche qui ont fait des choses. Mais il y avait en même temps des très grandes mobilisations, parce qu'il faut appuyer, il faut pousser. Pourtant, vous êtes devenu parlementaire, Pierre Laurent. Mais oui, mais moi, pourquoi alors, si c'est finalement côté citoyen que ça marche mieux. Moi, je continue de faire les deux. S'il faut aller demain dans mon quartier empêcher une expulsion locative parce que je la trouve scandaleuse, moi, je vais aller avec les locataires empêcher cette expulsion locative. Ça m'arrivait avant que je sois parlementaire et ça continue de m'arriver aujourd'hui. Je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être l'occupation des tours à la Défense dont parle Madame. Mon fils, enfin un de mes fils y était. Donc moi, j'ai aucun problème avec tout ça. Donc je pense que c'est comme dit Madame, c'est même nécessaire. Voilà, on voit bien que dans les regardez ce qui se passe. On peut prendre des exemples internationaux. Je pense que ça intéressera Madame, parce que si on s'intéresse à la cause écologique, le monde entier nous intéresse en ce moment. Au Chili, ils sont en train de changer la constitution. Ça faisait des décennies qu'ils avaient une constitution héritée de Pinochet. Ils n'arrivaient pas à la changer. Il y avait eu des changements de gouvernement, même de gauche. Et puis ils avaient toujours la même constitution. Il a fallu un énorme mouvement citoyen qui vient de déboucher sur l'élection d'une assemblée constituante complètement nouvelle. Et dans cette assemblée constituante, il y a plein de citoyens qui se sont engagés l'année dernière et qui sont entrés dans la vie politique comme ça. Et moi, je suis dans un parti où il y a énormément de gens qui viennent à l'action politique et au militantisme politique parce que avant, ils ont été dans des mouvements associatifs, ils ont été syndicalistes, ils se sont engagés sur la cause écologique, etc. Et je vais ajouter une chose, c'est qu'il y a un mot qu'a dit Madame qui est très important et qui explique aussi des choses en ce moment, c'est l'urgence. Parce qu'il y a des choses qui deviennent insupportables. On voit bien sur, par exemple, l'écologie, tout le monde dit qu'il va être trop tard, ou qu'il est peut-être même déjà trop tard. Et c'est vrai que face à cette urgence-là, mais il y a aussi des urgences sociales qui rendent des choses insupportables, effectivement, et alors que ça fait un moment déjà que beaucoup de gens tirent les sonnettes d'alarme, le fait que ça n'avance pas et que ça continue de bloquer, ça devient insupportable à beaucoup de gens. Et pas juste des petites minorités, mais à énormément de gens. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, des gens ressentent le besoin de secouer le cocotier, de faire bouger les choses plus vite. Jérôme Pimot, on va se tourner vers vous. Alors vous n'êtes pas tout à fait là pour parler de vos expériences malheureuses avec les plateformes de livraison, mais plutôt pour nous décrire la façon originale que vous avez trouvé de les combattre. Cela n'a pas été le syndicalisme tel qu'on l'entend de façon traditionnelle. Expliquez-nous un peu. Oui, on a fait du militantisme en fait. On a été obligé de réinventer quelque chose. C'est pour ça que je parle de temps en temps de néo-proto-syndicalisme, parce que on a dû réinventer quelque chose sur la base d'un corps de métier, d'une méthode de travail qui était nouvelle, la fameuse ubérisation, les travailleurs atypiques selon comme on les appelle. Donc on était avec un espèce de support novateur. Il fallait qu'on réinvente du syndicalisme, mais à la même façon qu'au 19e siècle. C'est pour ça que je parle de néo-proto-syndicalisme, parce qu'on réinvente quelque chose. Mais pourquoi vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui vous gênait dans les syndicats classiques? Ce qui me gênait, moi personnellement, j'avais l'intention de travailler avec des syndicats, sauf que très très vite sur le terrain, on s'est aperçu que le syndicalisme rebutait tout un tas de ces nouveaux travailleurs, de ces travailleurs atypiques, notamment les livreurs, puisque c'est la cible dont je m'occupe. Les livreurs des plateformes, le syndicalisme, ils ne voulaient pas en entendre parler. Pendant des années, j'ai essayé quand même de travailler avec des syndicats. Je vois bien que ça marche pas. Et finalement, je me suis aperçu qu'ils avaient raison, ces jeunes travailleurs-là, parce que en avançant dans le temps, je me suis aperçu que les syndicats avec lesquels je travaillais étaient plutôt intéressés par leur image plutôt que par celle des travailleurs. Des syndicats qui étaient devenus comme des partis politiques, c'est ce que vous diriez ? C'est ça, en fin de compte, il y a des échéances électorales dans le syndicalisme. On en a entendu parler il n'y a pas longtemps avec la CFDT qui se grosse d'être le premier syndicat de France dans le privé. La CGT qui, elle, c'est un petit peu comme les audiences dans la radio. Voilà. Donc, en fin de compte, vu qu'il y a des échéances électorales, vu qu'il y a des subventions qui sont liées à ces échéances, forcément, elles se tirent la bourre
en pensant plus à leur image, à leur siège, à leur ronde serviette dans les ministères, plutôt qu'aux travailleurs qu'elles sont censées défendre. Enfin, alors comment vous faites pour éviter cela, vous? Qu'est-ce que vous faites de différent? Eh ben, on est très au contact avec les gens surtout, et puis on est surtout, le CLAP et moi en particulier, je suis très réceptif puisque j'ai un petit peu lancé la bataille. Je connais un petit peu tous les acteurs qui sont arrivés de plus en plus lointains dans le passé, et donc ça me permet de connaître les gens. Et en avançant, en connaissant ces gens, j'évite de faire des erreurs et donc de perdre du temps dans des artifices syndicaux qui souvent sont de la poudre aux yeux. Pierre-Laurent, qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre cela, le combat syndical qui se modifie? Non, mais les travailleurs ubérisés, comme on dit, les Uber, effectivement, se sont mis à prendre des formes d'organisation. Je connais le CLAP, des formes d'organisation originales qui tenaient compte aussi. Bon, il y a beaucoup de gens qui étaient devenus des Uber parce que justement ils voulaient pas non plus être. Ils croyaient à une certaine autonomie. Puis en fait, les logiques de domination sont quand même très fortes. Et donc on voit bien d'ailleurs que la bataille de requalification de leur contrat, elle est très importante. Donc ça, c'est des nouvelles formes de salariat. Mais ça vient d'une déception quand même. Ça vient d'une déception et de critiques des syndicats classiques. Mais parce que toutes ces choses qui bougent à toute vitesse, en particulier dans le salariat, c'est vrai que des partis politiques ou des syndicats n'arrivent pas toujours à les absorber. Ils évoluent pas assez vite. À la vitesse à laquelle tout ça est en train de se transformer. Et on entend guerre d'ego aussi. S'il y a des nouvelles formes d'organisation et qu'elles vont dans le sens de l'action collective, parce que là c'est le cas. Moi c'est pareil, je trouve ça positif, même si effectivement au bout d'un moment la dispersion syndicale devient aussi un obstacle. Donc il faut travailler les deux. Et puis nous on voit bien, puisque il y a un sénateur de notre groupe qui a beaucoup travaillé sur la question des Uber, qui a déposé un projet de loi, Pascal Savoldelli, avec d'autres, qui a travaillé sur ça, qui a rencontré beaucoup de travailleurs des plateformes et de travailleurs de Uber et tout ça, un peu partout en France. Effectivement, il m'a souvent raconté que dans les discussions, il y a aussi ce besoin de préserver et même de faire valoir dans le travail une autonomie à laquelle ils aspiraient au départ, même si de fait aujourd'hui les conditions de travail ne sont pas du tout celles qu'ils pouvaient espérer, et que souvent ils subissent au contraire des contraintes et des logiques de domination très fortes des plateformes. Mais bon, ça bouge beaucoup. On va rester. Des syndicats dépassés quand même. C'est ce qu'on entend. Des syndicats qui sont un peu ringardisés aujourd'hui par une nouvelle forme de combat, de militantisme. Les syndicats, c'est facile de dire les syndicats, parce que les syndicats, on leur tape beaucoup dessus aussi. Et notamment ceux qui veulent pas que les travailleurs s'organisent passent beaucoup de temps à taper ça les arrange. Leur temps sur les syndicats. Agnès Canaillé. C'est facile. Oui, qu'on quand même un auditoire qui est aussi qui se réduit, mais comme les partis politiques aujourd'hui, on voit bien. C'est toute la question ce soir, c'est vraiment ça. Tout à fait, mais on voit bien et ces témoignages montrent qu'il y a une attente aujourd'hui d'une nouvelle forme de militantisme, d'engagement, avec plus de souplesse, plus de réactivité, plus peut-être d'efficacité, mais c'est justement cette question de l'efficacité qu'il faut se poser aussi, parce que derrière, donc premièrement, ça impose aussi la nécessité de se remettre en question. Je pense que les partis politiques et les syndicats aujourd'hui ont besoin aussi d'évoluer, ont besoin de repenser leur forme d'organisation, parce qu'on sent bien que de partout monte, alors via les réseaux sociaux, via les formes d'action, cette volonté d'aller plus vite, plus fort et d'être plus souple. Donc ça, c'est à entendre, et je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Il y avait une tentative, c'est ce qu'a voulu essayer de faire Emmanuel Macron avec son parti, plutôt de réseaux sociaux que de militants, mais on en voit aussi les limites aujourd'hui. Donc se pose aussi derrière la question, c'est de l'efficacité et comment ça se transcrit après en action concrète et en action politique. Et potentiellement en loi. Jérôme, a fortiori en loi. Jérôme Pimaud. Oui, je voulais réagir au propos de Pierre-Laurent qui dit qu'on tape beaucoup sur les syndicats. C'est vrai qu'on tape beaucoup sur les syndicats. Le problème, c'est que nous, à notre niveau, que ce soit le CLAP et les travailleurs des plateformes, on a vu à quel point le syndicalisme pouvait être très
maladroit, voire malveillant. Malveillant, parce qu'on a vu des épisodes, notamment l'affaire des Frichti l'année dernière, où la CGT a quand même sauvé la société des prud'hommes en conseillant, en désinformant les livreurs pour ne pas qu'ils aillent au prud'homme. Tout ça pour des échéances électoralistes et syndicales. Donc on voit bien qu'en fin de compte, quand la CGT se fait taper dessus, parce qu'on parle beaucoup de la CGT, on a entendu parler du 1er mai, il y a des fois, franchement, elle le mérite. Pas partout, mais dans certains secteurs, franchement, c'est avéré. Pour conclure, en quelques secondes. Non, mais moi je suis pas l'avocat de tel ou tel syndicat ici, mais non, je crois pas que le syndicat le mérite, comme vous dites. Je pense qu'effectivement il y a des choses qui doivent bouger. Peut-être, je connais pas l'histoire en détail que vous racontez, donc j'ai aucune raison de mettre en cause ce que vous dites. Donc il peut y avoir des moments où le syndicat passe à côté de ce qu'il doit faire. Ça doit sûrement exister, mais de là à dire qu'il mérite ce qui lui est arrivé au 1er mai, par exemple, non. Et quand je parlais des gens qui tapaient sur les syndicats, je parlais pas de salariés de Uber. Je parlais des forces patronales, de tout un tas de gens qui n'ont pas du tout envie d'avoir un syndicalisme de lutte face à eux dans les entreprises. Et on s'arrêtera là. Merci à tous d'avoir participé à cette deuxième partie. Place à notre troisième partie. On va maintenant s'intéresser aux initiatives innovantes pour revivifier notre fragile démocratie. Ils et elles ont décidé de changer la vie de la cité à leur niveau, de séduire les jeunes, de ramener les citoyens déçus vers l'engagement, qu'ils soient politiques ou de terrain. Ils vont nous expliquer comment dans un instant. D'abord, 2 nouvelles images, cette fois d'un citoyen qui a créé un lieu de vie d'un nouveau genre qui mêle convivialité et écologie. On regarde ça ensemble et on en parle avec lui juste après. Bonjour, je m'appelle Pierre Wolf, j'ai 50 ans et je fais partie du collectif des paysans urbains du Trichon à Roubaix. Et au sein de cette association, je coordonne le projet de ferme urbaine circulaire du Trichon, qui est un projet de transition et d'entraide. Alors ça se démarre sur cet ancien parking désaffecté. On a passé une convention d'occupation transitoire avec la ville de Roubaix et installé ce jardin partagé. 30 adhérents aujourd'hui, beaucoup d'habitants du quartier qui y viennent même sans être adhérents. Cette énergie-là, ça nous donne l'idée et l'envie de se dire, mais là, sur cette friche désaffectée qui appartient à la métropole européenne de Lille, avec laquelle on a commencé à travailler, et si on reconstituait un sol sain et fertile pour y produire des légumes, installer des maraîchers, et puis de fil en aiguille, ça nous amène jusqu'à ce bâtiment derrière moi, usine emblématique de la richesse et de la luminosité de Roubaix au 19e siècle, sauf qu'aujourd'hui c'est désaffecté. Comment on fait à partir de ça pour refaire un bout de quartier et de l'énergie positive ? Et on vous retrouve avec nous, Pierre Wolf, bienvenue. Vous êtes un ancien journaliste. Aujourd'hui, vous êtes coordonnateur d'une ferme urbaine, on l'a vu. Vous habitez à Roubaix. Et votre idée pour recréer du lien entre citoyens, ça a d'abord été Baraka. On va peut-être avoir l'occasion d'en reparler. C'était en 2012. Et donc, vous vous lancez aujourd'hui dans un projet de jardin partagé. Et vous allez nous en dire plus dans quelques secondes. Benoît Couteau est également avec nous. Bienvenue. Vous avez 60 ans. Vous êtes le maire sans étiquette de Monnières, une petite commune de Loire-Atlantique à une demi-heure de Nantes. Ça fait un petit bout de temps que vous avez senti que quelque chose clochait dans notre démocratie, trop de verticalité, trop peu de participation citoyenne. À votre échelle, vous avez innové et vous allez nous dire comment. Sébastien Lotte est également avec nous. Bienvenue, vous avez 28 ans, vous êtes animateur socioculturel à Riedisheim, c'est dans la banlieue de Mulhouse. Vous êtes bénévole pour Électeurs en Herbe, c'est un programme d'éducation à la participation citoyenne qui nous vient du Québec et qui existe en France depuis 2016, je crois. La jeunesse est engagée, vous la voyez, mais vous constatez qu'elle ne veut plus passer par les voies traditionnelles et vous allez nous dire comment vous l'accompagnez. Avec vous pour échanger ce soir, Marta Tsidrack, bienvenue, vous êtes sénatrice LR des Yvelines, vice-présidente de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, secrétaire de la Commission des affaires européennes et également avec nous Éric Kerrouche, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste des Landes, membre de la commission des lois. Je précise que vous êtes sur la liste d'Alain Rousset, candidat à sa succession au régional en Nouvelle-Aquitaine. Et par souci d'équité, vous allez voir le tableau des autres listes dans cette circonscription. Pierre Wolf, on commence donc avec vous. Votre contribution à la vie de la cité, on l'a déjà un petit peu vu en image, c'est cette ferme urbaine. En quoi c'est un projet démocratique ? Dites-nous comment ça marche. Alors d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez beaucoup dit que je fais, etc. Mais tout ça est une histoire collective et moi, tout seul, je ne me sentirais pas de faire le quart de ce qui se passe là, ni la coopérative Baraka qu'on a créée
il y a maintenant presque 10 ans, nier ce jardin. Et ce qui me donne la force d'être celui qui dialogue avec les institutions, c'est le collectif qu'il y a derrière moi, que ce soit des gens conscients, avec des idées politiques au sens noble et des ambitions, ou des gens qui passent dans le quartier et avec qui on va pouvoir, qui habitent le quartier et qui sont moins politisés, oui, il faut le dire comme ça, mais qui avec lesquels petit à petit on peut renouer des liens et fabriquer de la démocratie au fond, du projet collectif à partir de ce qui existe à Roubaix. En essayant d'enlever le « je », vous avez finalement répondu à ma question. La clé, c'est le « nous », c'est la coopération, c'est exactement ça en fait. Oui, alors c'est exactement ça, la coopération d'abord entre les gens qui veulent agir. La vie n'est pas rose. La question du politique, la question de la coopération, la question de la résolution des conflits, elle se pose au sein des associations, entre les individus qui agissent. Et puis elle se pose aussi la question de la coopération avec les institutions, parce que si on a l'ambition, on aimerait transformer cet ancien parking désaffecté, cette friche abandonnée, ce bâtiment, cette friche, ce terrain qui est abandonné, ce bâtiment qui est aussi aujourd'hui sans usage et donc qui est l'objet de déprédation, on aimerait transformer ça, et ça on ne peut pas le faire. On aimerait se servir de ça pour tester un autre mode de développement. J'entendais Pierre Laurent tout à l'heure parler de l'urgence écologique. J'entends que Madame la sénatrice qui est avec nous est à la commission du développement durable. Donc tout le monde est au courant de ce qui se passe. Nous allons droit dans le mur. En tout cas, la planète est en train de nous rappeler que la façon dont nous ne prenons pas soin de la biosphère va nous revenir dans la figure. Voilà, ni plus ni moins. Donc on a une urgence à faire ça, mais cette transformation à Roubaix, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire sans coopérer, sans co-construire avec les institutions. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous réunissez, vous votez entre vous, vous vous mettez d'accord autour d'un projet, comment ça marche? Alors, comment dire, nous avons signé avec les institutions, avec la ville de Roubaix, la métropole européenne de Lille, les différents porteurs de projets économiques, les associations et aussi le bailleur social Parthénor, une charte de co-construction qui dit, voilà, nous nous reconnaissons partie prenante. D'abord, nous reconnaissons que nous avons un problème. Là, nous avons des délaissés urbains qui ne trouvent pas d'usage et qui fabriquent des externalités négatives. Voilà, il y a de l'insécurité, des différents trafics, c'est un cadre de vie qui n'est pas beau. Alors on pourrait en faire quelque chose. Donc, seule personne n'a vraiment la solution, pas plus les institutions que nous d'ailleurs. On se reconnaît partie prenante légitime de ce qui se passe là, nous, les habitants, les gens qui ont envie d'agir, les institutions avec leurs responsabilités, et on se met d'accord pour partager l'information et pour discuter. Voilà, on n'est pas en train de faire basculer la Constitution française, et ça n'est pas un organe délibératif. Enfin, cette charte de co-construction, elle a créé un conseil de la friche, qui est un lieu où on échange et où on partage les informations, et c'est extrêmement important, parce que par exemple, dans le cas de la friche, là dont je parle, le terrain désaffecté, il était en partie pollué. Nous avons eu accès, nous, simples citoyens et associations, aux données de tests de pollution. Et on sait que ça, il y a d'autres endroits dans la métropole lilloise qui sont pollués avec des associations qui sont dessus et qui n'arrivent pas à accéder à cette information-là, parce que l'info, c'est le pouvoir, mais c'est la base de co-construire ensemble. Et donc, dans ce lieu-là, on peut élaborer des propositions qui, après, vont être examinées dans les différents organes délibératifs, qu'ils soient constitutionnellement fixés, comme un conseil municipal, un conseil communautaire métropolitain, ou un CA d'association, une assemblée générale d'association qui dit d'accord, on va dans ce sens-là. Alors évidemment, on n'a pas les mêmes pouvoirs les uns les autres entre une ville et une petite asso, mais on a la même place autour de la table de la discussion. Voilà, c'est intéressant, Éric Kerrouche, on voit qu'il y a une demande d'horizontalité de la part des citoyens. Il y a des choses qui se mettent en place finalement, malgré vous, malgré nous, en parallèle, avec des citoyens qui s'organisent entre eux et qui veulent co-construire. On entend ce mot-clé, la co-construction. Mais c'est pas malgré nous. Ça pose pas de difficultés particulières. À vrai dire, il y a une logique délibérative, représentative, de laquelle nous sommes issus. Et il y a quelqu'un qui donne le pouvoir pendant un moment donné, c'est les gens, le peuple. Il le donne pour un temps qui est limité et normalement sous son contrôle. Et ce qui a été dit là, c'est que la montée en expertise, la montée en pratique d'une partie des citoyens
fait que d'une certaine façon, ils veulent être plus associés aux pratiques de gouvernement. Or, on n'a pas cette culture en France. Je le dis vraiment très simplement, mais quand on se compare à d'autres démocraties occidentales, il n'y a pas de séparation des pouvoirs au niveau local en France. Il y a une séparation entre la majorité et l'opposition, mais il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Et puis il y a cette idée que pendant un moment donné, on monopolise l'espace de la représentation en tant qu'élu, et on demande aux citoyens d'être un intermittent de la démocratie, d'être là au moment où on vote à un temps donné, et à un autre moment. C'est juste plus possible. C'est juste plus possible parce que c'est justement de cette coopération qui est difficile entre les élus et les citoyens que dépend l'avenir de notre démocratie. Et donc ce qu'il faut réussir à faire, c'est tisser ensemble une histoire qui est complètement différente que celle qu'on a vécue jusqu'à présent. On est dans cette phase de renouveau et je crois qu'il faut qu'on sache l'accepter, à la fois les élus, mais également les citoyens. Et les opposer fictivement ne relève pas pour moi de quelque chose qui est pertinent. C'est la complémentarité qu'il faut penser. C'est très compliqué à faire, mais je vois que ce genre d'initiative, c'est typiquement ce qu'il faut faire. C'est un échange et une construction sur un objet public avec pas les mêmes niveaux d'autorité, mais avec des gens qui apportent une expertise différente et des vues complémentaires de celles qu'on peut avoir dans une institution. Parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer pour vous, Pierre Wolf. Je crois que ça vous gêne pas du tout que la mairie reprenne à son compte votre projet. C'est même tant mieux. Et c'est mairie en marche, je crois. Oui, et pour être franc, mais je le dis au maire régulièrement, je vote pas la même chose que lui au premier tour. On n'a pas les mêmes choix politiques, mais c'est pas ce qui compte, puisqu'effectivement, dans la démocratie, il y a des gens qui sont désignés à un moment donné pour incarner le pouvoir, et on construit avec eux, et on est capable de passer des accords, etc. Alors, j'ai peut-être l'air de le présenter, ça a l'air un peu le monde de oui-oui ce que je raconte. Il se trouve que c'est une petite conjonction qui est sympa, mais qui est quand même fragile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on construit avec les techniciens, avec certains élus, n'est pas encore totalement... Par exemple, sur la friche, on est en train de construire un marché de recherche et développement pour avoir les moyens de reconstruire un sol sain et fertile et d'installer des maraîchers. Ça, il faut que ça arrive au conseil communautaire. Et c'est vrai que ça remonte de la base vers le conseil, et normalement le chemin des décisions et des libérations qui vont être examinées, c'est dans l'autre sens. Il y a des politiques qui sont décidées, les services les font, les mettent en texte, les travaillent, et puis il y a des votes. Là, du terrain arrive une proposition construite avec des techniciens, avec nous, etc., avec des élus à certains moments, mais on sent bien que la machine a du mal à fonctionner de cette façon-là. Donc, et puis on est sur une conjonction, je dirais, super, mais un peu fragile. Alors justement, on va faire réagir Marta Tidrac, parce que cette fragilité, il faut peut-être la régler. Est-ce que c'est justement peut-être ensuite aux politiques, aux parlementaires de prendre le relais pour les soutenir, ces initiatives ? Alors moi je crois que en fait à travers tout ce débat autour de la démocratie, d'ailleurs vous avez intitulé notre échange revivifier, c'est bien cela, la démocratie, c'est évocateur de ce que dit monsieur Pierre Wolf, et c'est très intéressant parce qu'effectivement ce lien entre le terrain, c'est-à-dire la proximité la plus proche du citoyen, dans laquelle le citoyen est complètement partie prenante et complètement acteur de son action, et les élus, puisque les élus ne sont pas désignés, les élus sont élus par définition par les citoyens. Et en réalité, on a l'impression aujourd'hui, à travers une certaine forme de critique que l'on pourrait avoir et que l'on sent dans le débat public autour de la représentation politique dans notre pays, comme une espèce de rupture qui aurait eu à un moment donné entre la représentation des élus, des citoyens et les citoyens eux-mêmes. En fait, c'est ce lien-là qu'il faut que nous retissions tous ensemble. Et ma conviction intime, c'est que pour pouvoir le retisser, il faut qu'on se reparle de nouveau. Et ça, je crois qu'une initiative comme celle qui vient d'être présentée va tout à fait dans le bon sens. Transpartisane en plus. Transpartisane, c'est exactement cela, je crois, qu'il faut promouvoir dans nos territoires. Et je trouve cela très intéressant. D'ailleurs, je me permettrai de m'y intéresser d'un peu plus près parce que je trouve que lorsqu'il y a de bons exemples comme ça vaut la peine qu'on s'y intéresse et pourquoi pas les reproduire dans différents territoires selon les spécificités de chaque territoire. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental.
fondamentale. Mais je rajouterai quelque chose que je n'ai pas encore entendu, mais je pense que ça viendra dans le débat, c'est la compréhension que l'on a de la démocratie. Une démocratie, ce n'est pas quelque chose qui nous est offert sur un plateau d'argent. Une démocratie, ça se construit, ça se consolide, ça s'entretient, ça se mérite. Et je crois que dès lors que nos concitoyens nous poussent, nous les élus, quels que soient nos bords politiques, quelles que soient nos convictions sur des sujets, je dirais, nationaux, au quotidien, il faut qu'on l'entende, il faut qu'on s'en inspire. Moi, je viens dans un territoire où, par exemple, et dans une ville, Saint-Germain-en-Laye, dans laquelle nous avons instauré un budget participatif. Ce budget participatif, en réalité, c'est quoi? C'est tout simplement les citoyens de la ville qui ont un projet pour lequel ils souhaitent avoir quelques moyens pour pouvoir le mettre en place, s'adressent à la commune et la commune ensuite départage en fait les différents projets qui nous viennent et on aide les concitoyens pour bâtir ensemble. Ça rejoint finalement dans une certaine mesure ce que disait en conclusion Monsieur Wolf. Et ça rejoint l'exemple de Benoît Couteau. Rebonsoir, les dysfonctionnements de notre système démocratique, je le disais, vous les avez constatés assez tôt, dès 95 même, d'après ce que vous nous avez dit en préparant cette émission. Au niveau de la mairie, c'était trop vertical, un maire omniprésent, seul maître à bord. Et alors vous, une fois que vous avez été aux manettes, vous avez changé tout cela. Comment ? Alors oui, tout à fait. Comme disait Mme de Cidrac, c'est vrai qu'il faut retisser le lien, mais je pense qu'il faut revisiter notre façon de diriger nos instances. J'aperçois à l'écran 50 ans, c'est 60 ans me concernant, mais merci de me rajeunir. Je pense qu'effectivement, tout ce qu'on entend autour de la co-construction, l'horizontalité, c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut développer nécessairement. Et une des façons, c'est de revisiter notre gouvernance au niveau de nos communes, et en arrêtant de penser que le maire serait omniscient, serait capable de tout décider ou devrait tout décider. Comment avez-vous fait, vous, très concrètement ? Alors, très concrètement, il y a quelques moyens très très simples. En début de mandat, chaque conseil municipal doit vos délégations accordées au maire. En fait, quelle liberté aura le maire d'œuvrer sans passer par le conseil municipal. Souvent, les nouveaux conseils municipaux ne sont pas vigilants à ça, et on peut, dans ce cas-là, autoriser le maire à engager une commune à des hauts niveaux financiers. Donc là, déjà, c'est une première vigilance dessus. Si on prend l'exemple de la commune de Monières, on a limité ma délégation en euros à 15 000 euros. Pour tout dossier au-delà de 15 000 euros, une commune de 2 200, un budget d'1,5 million, pour tout au-delà de 15 000 euros, je dois nécessairement passer par le conseil municipal. Autre façon très simple aussi de montrer qu'on va partager, c'est partager les indemnités. Malheureusement, dans notre monde d'élus, l'argent est beaucoup trop présent. Il y a trop, les indemnités sont indispensables, mais il y a trop de mes collègues élus qui viennent de bonne foi à la politique, mais après se font happer par les euros qui sont trop importants, bien souvent pour les élus, par le biais des cumuls de mandats. Et donc, dans des communes de la taille de Monières, on a une enveloppe budgétaire pour le maire et les adjoints. On a décidé de partager ça auprès de tous les conseillers municipaux. Et le niveau d'indemnité n'a pas été lié à la fonction, elle a été liée à l'implication. Donc en fait, on a des adjoints qui gagnent la même indemnité qu'un élu qui co-préside un comité consultatif. Donc ça, c'est des choses très, très simples. Vous avez mis en place un gardien de la démocratie, c'est ça ? Tout à fait. Alors ça, c'est d'une simplicité remarquable et c'est exceptionnel comme fonctionnement. Dans nos instances, aujourd'hui, on vote très fréquemment à main levée. Je suis toujours assez sidéré de voir toutes ces délibérations qui passent à l'unanimité ou à la majorité lorsqu'il y a un groupe d'opposition et que la minorité vote toujours contre. En fait, lorsque vous votez à main levée, eh bien, l'influence du maire ou de l'adjoint qui présente le dossier crée nécessairement un changement de position éventuel de nos conseillers. Le gardien de démocratie, ça marche comment? C'est très simple. 3 jours francs pour la taille de commune que je dirige avec mes collègues élus. 3 jours francs avant, on envoie l'ordre du jour du conseil municipal avec les délibérations à venir. Si sur une délibération particulière, un élu souhaite un vote à bulletin secret, il appelle ou il écrit à un élu qui a été élu pour ça, gardien de la démocratie et de la gouvernance, et il dit sur la délibération numéro 3, je souhaite un vote à bulletin secret. En début de conseil, il me le dit, je demande à tous mes élus s'ils sont OK, et on vote à bulletin secret sur ce dossier-là, sans que la personne qui l'a souhaité se soit exposée. Donc on entend, Éric Kerrouche, plein de choses très simples qui semblent très faciles à mettre en place. Alors évidemment au niveau local, est-ce qu'on peut aussi mettre des choses très simples en place au niveau national ou pas ?
peut faire la même chose. Il y a des initiatives qui sont prises un petit peu partout. Je vous donne un exemple que je connais. Aux Pays-Bas, il y a une vraie asymétrie, une vraie différence de situation entre ceux qui sont dans le groupe majoritaire et ceux qui sont dans l'opposition, qui n'ont pas les mêmes moyens et pas les mêmes ressources. Aux Pays-Bas, en ce qui concerne les conseillers municipaux, il y a une personne de l'administration qui est détachée et qui explique l'enjeu de l'ensemble des décisions aux conseillers municipaux, pour qu'ils comprennent bien, au-delà de la technicité, ce vers quoi on va. Parce que, encore une fois, la technicité, ça peut être un moyen de faire un petit peu un pas de côté par rapport à la démocratie. Parce qu'effectivement, tout le monde vote par confiance, par fidélité politique, etc. Ça ne suffit plus. Il y a plein de petits mécanismes qui peuvent être mis en place pour faire en sorte que, effectivement, il y ait une culture de la démocratie qui soit plus importante et moins conflictuelle. Alors, la démocratie française est très conflictuelle. Nous n'avons pas la culture de l'opposition, assez peu. Et quand on est dans la majorité, on est content. Et quand on est dans l'opposition, on ne l'est pas et réciproquement. Et puis ça change dans l'histoire. Donc on a une vraie difficulté. Nous avons du mal à tisser du consensus. C'est dû aussi à notre mode de scrutin qui est extrêmement conflictuel parce qu'il surreprésente des mouvements qui sont en général minoritaires dans le pays. Donc il y a des moyens de calmer cette conflictualité. Ne serait-ce qu'en faisant de la pédagogie, en incluant l'autre. En donnant plus de temps. Mais le problème, c'est aussi celui du quinquennat, c'est qu'un président est élu pour 5 ans, il veut aller vite. En général, il ne fait absolument pas le bilan de ce qui a été fait avant, ce qui fait qu'on a des enchevêtrements de politique qui ne font pas sens, alors que des moyens simples, des rapporteurs de l'opposition qui viennent compléter le rapporteur de la majorité, ça se fait ailleurs. Plus de place, encore une fois, pour la discussion, ça se fait ailleurs également. Et j'ai l'impression que nous allons dans un autre sens que celui qui est nécessaire. Sauf qu'effectivement, l'horizontalité, faire partager les décisions, ça prend probablement plus de temps. C'est plus compliqué aussi. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, bien évidemment. Mais moi, ce que je rappelle en fait assez souvent, c'est que quelles que soient, je dirais, nos étiquettes politiques, Monsieur Kerrouche et moi-même, nous ne sommes pas du tout dans le même groupe politique au sein du Sénat. Et pour autant, je n'ai aucun doute sur la bonne volonté et la bonne foi de Monsieur Kerrouche, parce que tous les deux, nous avons un dénominateur commun qui est celui de vouloir que notre pays se porte mieux. J'ai envie de dire c'est le cas au Sénat, mais est-ce que c'est le cas dans toutes les institutions? Je pense que c'est quelque chose, quand on est un homme ou une femme politique, c'est quelque chose qu'il faut que nous ayons en tête. Après, nous allons peut-être ne pas être d'accord sur, vous voyez, un dispositif, les moyens d'y arriver, et c'est là où véritablement l'enjeu démocratique est important et qu'il faut entendre, et c'est là où il faut que, pardon, je vais le dire comme ça, que nous ouvrions tous nos écoutilles en se disant ce que propose mon adversaire politique, est-ce vraiment un adversaire? Après, tout ça c'est de la sémantique. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qu'il propose qui pourrait aussi rejoindre en réalité ma position? Cette culture-là, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas, en tout cas, encore une fois, pardonnez-moi de revenir à cette question de la temporalité. Tout cela prend du temps. Nous avons une société qui veut aussi aller vite. Alors, on a une société qui veut aller vite, qui veut des changements rapides. Mais surtout, maintenant, je pense qu'il y a une société qui a envie que nous soyons efficaces. C'est-à-dire qu'on n'a pas, ce que disait M. Kerrouche est tout à fait vrai. C'est-à-dire que lorsque vous avez une majorité qui s'installe, on a un petit peu l'habitude de dire on va balayer ce qui a été fait précédemment, surtout si c'est une autre majorité, et on va faire parce que nous on va faire mieux. Or, il faut bâtir sur des briques qui ont déjà été posées. Et ça, je crois que c'est quelque chose, et M. Couteau l'a finalement d'une certaine manière très bien rappelé. Mais je voudrais revenir sur ces propos très rapidement. On a un troisième citoyen qui sont très importants de mon point de vue. C'est que à travers les quelques mesures qu'il a prises dans sa commune et qui sont très intéressantes, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le statut des élus locaux et la responsabilité à la fois du maire et des adjoints qui ont en fait une délégation de signature. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a tout un débat qu'il faut ouvrir autour des statuts des élus et de leurs responsabilités. Donc c'est très intéressant. Peut-être qu'il faut approfondir cette réflexion. Sébastien Lotte, on se tourne vers vous. La jeunesse n'a pas perdu son envie de s'engager, vous le constatez, elle veut juste le faire autrement. C'est ce que vous voyez chez Électeurs en Herbe. Vous les accompagnez d'ailleurs. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement ? Oui, bonjour. Alors effectivement, moi je travaille en tant qu'animateur socioculturel et bénévole pour un programme qui s'appelle Électeurs en Herbe. Et Électeurs en Herbe, c'est un programme d'éducation citoyenne. L'idée est de proposer en fait un parcours pédagogique qui est structuré en plusieurs étapes
et qui vise à proposer en fait à des collégiens, des lycéens, des façons d'expérimenter directement la démocratie et la citoyenneté, la plupart du temps au sein des classes de collège et de lycée, notamment de MC, d'histoire-géographie. Qu'est-ce que vous leur expliquez, par exemple, que la citoyenneté, c'est pas juste mettre un bulletin dans une urne tous les 5 ans? Alors voilà, ça fait partie. L'idée, c'est de se dire que la citoyenneté, la démocratie, ça a été dit avant, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est quelque chose qui s'apprend et surtout, c'est quelque chose qui doit se vivre de façon concrète et pas uniquement de façon théorique avec des connaissances théoriques d'éducation civique, mais comment est-ce qu'au bout d'un moment, on accompagne des jeunes vers un bulletin d'urne, pas simplement pour mettre un bulletin dans une urne, mais aussi pour analyser des programmes, pour réfléchir, pour décortiquer l'information, pour s'informer, faire la différence entre une information, une opinion. En d'autres termes, comment est-ce qu'on arrive en fait à amener des jeunes à développer leur esprit critique, histoire de savoir aussi pourquoi ils vont voter. Ils sont réceptifs? Comment réagissent-ils? Qu'est-ce qu'ils vous disent d'ailleurs sur le monde politique en général? Alors, de façon générale, je pense que les jeunes sont assez détachés des formes de politique plus traditionnelles qu'on a évoquées depuis avant. Mais de ce qu'on constate nous au quotidien, c'est qu'il y a quand même 2 nouvelles formes d'engagement qui sont en train de se développer et qui sont simplement des choses à comprendre pour que les jeunes puissent s'approprier aussi des nouvelles formes d'engagement. Ça, c'est la clé, Marta Tsidrak. Il faut absolument aller la chercher, cette jeunesse. Il faut la former à la citoyenneté. Ça peut pas se faire à l'école? Ah si, tout à fait. Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'il faut que notre jeunesse soit parfaitement informée sur comment fonctionne notre démocratie, comment fonctionnent en fait nos institutions, à quoi servent nos institutions. Ça me paraît fondamental. Ce que dit Monsieur Lotte est tout à fait important. Et moi, en tant que parlementaire, mais je suis aussi conseillère municipale dans ma ville, je ne rêve que d'une seule chose, c'est de pouvoir aller dans les classes des lycées, dans les classes même des collèges. Ce ne sont pas des électeurs, donc on ne peut pas nous soupçonner de je ne sais quelle envie politique ou voire politicienne, les informer. Qu'est-ce que vous savez, d'une part, déjà poser la question de ce qu'est la démocratie, qu'elle soit locale, nationale, vous voyez, internationale. Qui sert à quoi? Comment est-ce que vos représentants, parce que lorsqu'on est député, on représente ses citoyens, lorsqu'on est sénateur, on représente ses territoires, que savez-vous de ce que je fais, d'une certaine manière? Et à partir de là, moi j'ai déjà fait cet exercice, on voit que beaucoup de questions arrivent, parfois des malentendus tombent, et ça c'est fondamental, et ce que fait Monsieur Lotte est très bien, parce que je crois que ça c'est quelque chose aussi qu'il faut véritablement encourager à travers notre jeunesse. C'est comme ça qu'elle reviendra. Sébastien Lotte, je crois que vous avez d'ailleurs une question pour nos élus. Moi, ce que je me demandais justement, c'est comment est-ce qu'on peut, ça a été dit avant, rendre les jeunes, mais vraiment acteurs de la politique, acteurs de leur territoire. Parce que très souvent, de ce qu'on constate, c'est aussi de voir que il y a les politiques publiques qui ont envie d'impliquer des jeunes et ça se fait selon différentes formes, mais très souvent, ça reste des formes d'implication qui sont extrêmement consultatives. Et dès que ça commence à devenir un petit peu plus complexe, là, il y a des vétos, il y a une limite qui est posée par le monde adulte. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait vraiment prendre en compte justement l'avis des jeunes et le co-construire ensemble. Éric Kerrouche. Il y a beaucoup d'exemples, c'est très compliqué. Alors bien entendu, l'intérêt pour la politique, il n'est pas inné chez tout le monde. Ça dépend de votre niveau d'intégration sociale, ça dépend de vos moyens, ça dépend de vos diplômes. Donc il y a des vraies différences aussi, dans la mesure où, pour certains, la politique, c'est quelque chose qui est loin et qui ne change rien dans mon quotidien. Et je ne vois pas l'intérêt que j'aurais à m'intéresser à la politique, puisqu'en fait, je n'en retirerai rien dans mon expérience de vie proche, ni pour moi, ni pour ma famille. Donc il y a déjà un lien social à retisser autour de ça. Il y a bien entendu le rôle de l'éducation, et puis il y a aussi l'évolution des outils. Les budgets participatifs, je pense que vous l'avez cité tout à l'heure, c'est un très bon outil. Mais qu'est-ce qu'on constate malgré tout? Ils se sont généralisés, mais pour autant, dès qu'on veut passer à des outils qui donnent un peu plus de poids aux citoyens dans la décision, par exemple reconnaître la décision d'un jury citoyen qui viendrait contredire un projet d'élu, avec des arguments, parce qu'il faut avoir travaillé dessus. Là, on a beaucoup plus de mal à le reconnaître. Il faut trouver des institutions où il y a ce débat, qui soit un débat constructif,
autour des projets que l'on propose. Et c'est la seule façon d'impliquer les gens parce que d'une certaine façon, ils savent qu'à ce moment-là, leur décision aura un poids non seulement au moment du vote, mais de manière permanente pendant le mandat. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la démocratie à éclipse ne peut plus fonctionner. Parce que quand il y a démocratie à éclipse, on remet tout simplement notre fonctionnement démocratique en jeu et on met la démocratie en péril à un moment donné où justement la confiance baisse et certains se disent qu'après tout, des démocraties de type illibéral ou autoritaire sont peut-être plus efficaces. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on est en train de mettre en place. Et on s'arrêtera sur cet avertissement. Merci infiniment à tous d'avoir participé à ce nouveau numéro de Dialogue Citoyen. Merci de vous être prêtés au jeu. Alors non pas de la démocratie, mais de l'échange en tout cas sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Comme à chaque fois, on se retrouve très très vite sur Public Sénat. Merci à vous. Merci beaucoup. Revoir ce programme en replay sur publicsénat.fr.